Bonjour, on se retrouve pour la nouvelle critique du net avec ma grosse barbe. J'ai été quasiment inactif durant le mois d'avril parce que je prépare une grosse vidéo, à savoir le deuxième voyage musical. Et j'ai décidé d'interrompre un peu ce que j'étais en train de faire pour faire une nouvelle critique parce qu'il y avait quelques albums qui s'étaient accumulés, déjà j'ai dû faire une sélection. Donc dans cette critique, nous allons parler tout d'abord de John Carpenter, que j'ai prononcé sans l'accent, et de son nouvel album Lost Themes 2. Là j'ai dit avec plus d'accent. Alors John Carpenter, qui c'est? Si vous ne le connaissez pas, tout comme moi je ne le connaissais pas il y a quelques temps. C'est donc un réalisateur de films qui a fait des films apparemment très connus et je n'en ai vu aucun. Donc selon ma liste que j'ai ici, il a fait des films comme The Fog ou Halloween. Apparemment il est très reconnu en tant que réalisateur. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'à ses heures perdues, il fait de la musique. Apparemment il a fait également de la musique pour ses propres films. Et la musique, il l'a fait bien. En 2015, il a sorti Lost Themes, donc un album électronique avec des synthés typés années 80. Proche donc de ce qu'on appelle le synthwave, ce genre de la house à la base, qui utilise donc en très grande partie ces fameux synthés aux sonorités typiques de cette décennie-là. Mais ce n'est pas exactement du synthwave puisque ça part également beaucoup dans l'ambient quand même. Si ça sort de la house mais que ça utilise quand même des synthés des années 80, est-ce que ça reste du synthwave? Ce précédent album, donc Lost Theme 1, a été acclamé par la critique et son public, et moi-même, puisque je l'ai beaucoup aimé. Il était excellent, varié, fait de très jolis sons que l'on retient bien. Et aujourd'hui, il nous sort une suite à peine un an plus tard, non même pas 6 mois plus tard je crois, donc une suite à cet album, donc l'album Lost Theme 2. Alors l'album commence donc avec ses synthés typiques, et on rentre directement dans la chose, de manière assez épique. C'est donc une bonne manière de commencer, mais est-ce que tout l'album est aussi bien construit? Eh bien c'est plutôt pas mal, sauf pour quelques détails, même plus que des détails. Il y a quelque chose qui m'a quand même beaucoup dérangé, c'est les 3 dernières pistes, donc les pistes 9 à 11. Ce sont les seules pistes qui n'ont pas de beat de l'album, et elles sont mises à la suite, ce qui pour moi fait un gros défaut à l'album quand même. Vous avez tout un album qui est plus ou moins entraînant, et vous arrivez à la fin et bah ça finit comme ça quoi. Et vous arrivez à un moment où vous ne pensez pas que ce serait terminé de sitôt, et au final vous avez donc ces 3 musiques relativement ambient qui vont terminer l'album alors que vous ne vous y attendiez pas du tout. Le pire c'est que ces musiques auraient pu être réparties donc dans l'album, ce qui aurait été une bonne idée, et ça n'empêche pas pour autant qu'on aurait pu terminer avec une musique ambient, même la plus longue hein, éventuellement, mais pas les 3 à la suite. Ça fait déjà une grosse tâche quand même à l'album hein. Bon, sinon à part ça, musicalement, l'album est assez varié, on a différentes émotions, assez épiques, on a pas mal de musiques qui sont également assez inquiétantes, ce qui est pas mal. C'est assez courant d'ailleurs dans le synthwave, je sais pas trop pourquoi, c'est pour évoquer sûrement les films de ces années-là. L'album est également un peu plus synthwave que le précédent opus, ce qui n'est pas spécialement une mauvaise chose, ça veut dire que ça va être un peu plus entraînant, un peu moins ambient la plupart du temps, sauf à la fin évidemment. On a également quelques influences de hard rock, également typées un peu années 80, ce qui se mélange très bien avec la musique, et donc c'est plutôt sympa. Bon, voilà, après pour le reste, on reste assez proche de Lost Theme 1, ce qui est bien également, c'est des bonnes sonorités qu'on apprécie à entendre de la part de quelqu'un qui sait les manier et qui sait composer. Je ne sais pas trop quoi ajouter, donc je vais passer à la conclusion. D'ailleurs, je l'ai un peu commencé d'une certaine manière. Donc c'est un album qui a clairement plus de défauts que le premier Lost Theme. D'abord à cause de sa construction, donc cette grosse tâche dont j'ai parlé de placer les musiques un peu n'importe comment, surtout les 3 dernières, et également parce que en fait, passer les 3-4 premières pistes, l'album commence déjà à s'essouffler un peu en fait. Alors c'est toujours très agréable à écouter, c'est toujours bien, mais on sent pas ce frisson qu'on avait en écoutant le premier Lost Theme. Voilà, donc ça traîne un peu jusqu'à carrément terminer en queue de poisson avec les pistes 9, 10, 11. Donc c'est un bon album quand même. Surtout si vous aimez ce style, fait de ces synthés aux sonorités tellement atypiques. Mais c'est dommage quand même. Et je vais passer directement ensuite à ASAP Ferg. Alors ASAP Ferg, si vous ne le connaissez pas, c'est un rappeur américain qui fait partie du crew qu'on appelle ASAP Mob. C'est le même crew, vous vous en doutez, dont fait partie ASAP Rocky. Alors je le dis directement, même avant d'avoir écouté cet album, je le pense. Pour moi, ASAP Ferg n'est pas du tout au même niveau qu'ASAP Rocky. Donc bon, je suis parti dans une sorte de comparaison, mais ASAP Rocky a une grande démarche expérimentale, il fait les choses très bien. Enfin bon, c'est vrai que j'ai pas aimé son dernier album, mais à part ça, ASAP Rocky est pour moi une sorte de modèle dans le rap américain. Tandis que ASAP Ferg pour moi est beaucoup moins original, mais qui reste quand même un bon rappeur. Voyons donc voir ce que nous réserve son dernier album malgré tout, parce qu'il a quand même fait des albums assez sympas. Hein. Bon alors déjà, il est assez court pour un album de hip-hop, il fait un peu plus de 3/4 d'heure, mais il s'étale quand même sur 18 pistes, donc ça me fait instantanément penser à Danny Brown, qui fait des albums un peu comme ça, fait de plein de petites pistes,
parce que du coup, vous en doutez, il y a quand même pas mal de pistes. Déjà, il y a énormément de pistes de transition dans l'album d'Asap Ferg, et il y a aussi pas mal de musique de 2 minutes, voilà, 2-3 minutes, et il atteint rarement 4 minutes. Dans Danny Brown, il y avait moins de musique de transition, mais c'était vraiment énormément de musique de 2 minutes, si bien qu'en fait, les musiques de transition et les vraies musiques entre guillemets se mélangent complètement, ce qui était assez sympa et ce que j'aime bien chez Danny Brown. Bon, chez Asap Ferg, c'est pas exactement ça, ceci dit, parce que on a quand même des musiques de transition qui font carrément genre 30 secondes assez classiques avec juste un sample de quelqu'un qui parle, ce qui est assez classique dans le hip-hop. Bon, avec quand même après quelques musiques assez courtes également. Il y a quand même des différences un peu entre les deux, mais ça me fait penser à ça. Ces musiques de transition d'ailleurs dont je viens de parler ne servent pas à grand chose dans cet album, je trouve, puisque parfois elles auraient carrément pu être mélangées aux pistes avant que celles-ci partent. Mais c'est pas particulièrement dérangeant, donc voilà, pas grand chose à dire là-dessus. Alors en termes de production musical, on est souvent sur du trap assez classique, mais avec quand même quelques influences IDM, c'est-à-dire enfin du monde de club et de la dance music trap. Donc d'ailleurs, à ce sujet, Skrillex participe sur une musique. Alors parlons de cette musique, Hungry Ham. Elle est insupportable. Je trouve que cette musique est absolument insupportable. Je ne peux pas l'écouter. Pourtant c'est rarement... Je vais rarement dire des choses comme ça, mais elle m'énerve vraiment. J'ai même pas envie de vous dire pourquoi. Je vous propose juste d'écouter cette musique, Hungry Ham. Elle va vraiment vous casser les couilles, je pense. Et c'est pas à cause de Skrillex. Par contre, j'ai quand même été déçu de Skrillex. Alors, d'habitude, Skrillex laisse vraiment une signature à lui dans les productions qu'il fait. Même dans celles qui restent assez classiques, par exemple dans El Chapo, dont il a fait la prod de Game, voilà. Puis évidemment A$AP Rocky, alors là on reconnaît très clairement du Skrillex quand on écoute Wild for the Night d'A$AP Rocky. Mais sur cette musique, il a pas vraiment laissé de signature, on est plutôt sur une musique de trap finalement assez classique. Alors c'est vrai, il y a une grosse basse, mais pas particulièrement Skrillex qui sait faire des grosses basses, donc pour le coup, ouais, Skrillex m'a déçu, j'avais pas particulièrement l'impression d'écouter une production de Skrillex. Mais la musique est insupportable pour une raison tout autre, liée au vocal, et qui rend la musique dégueulasse, voilà. Et c'est pas de l'autotune. Toujours sur le trap, sinon la musique Let It Bang est juste ennuyeuse. Mais sinon il y a quand même quelques bonnes instrus, il faut le dire, qui sont pas originales mais qui restent quand même assez puissantes et pas mal. Donc Swipe Life et New Level par exemple en trap. On a quelques influences de R&B avec rien de révolutionnaire dans l'album sinon. Donc on a Let You Go qui j'avoue est une musique pas mal. Et I Love You qui est correct puisque l'autotune dedans est relativement bien utilisé, mais cette musique me fait quand même un peu penser à du sous Tory Lanez. Pour revenir sur le DM, il a également fait une musique où il rappe par-dessus de la house. Cette musique c'est Strive qui pour moi est juste une très mauvaise musique. L'instru est mauvaise, simpliste, sans être pour autant puissante ni quoi que ce soit. En fait, l'instrumental n'a rien, vraiment, c'est juste mauvais. Et les vocaux ne servent à rien non plus dedans, donc cette musique n'a aucune raison d'exister. Et en plus, ça fait une grosse tâche dans l'album. C'est une mauvaise idée. Je n'ai rien contre la house du tout, même la house dans le hip-hop. Mais c'est mauvais, c'est juste mauvais, c'est raté. On a pas mal de featuring dans cet album. Alors là, on a un défaut que je constate dans de plus en plus d'albums de hip-hop, ou alors c'est juste moi. Mais ces featurings sont également un peu inutiles aussi. Donc Schoolboy, il est pas mauvais, mais il ne m'a pas surpris. Big Sean non plus, et Future non plus. Et Rick Ross non plus, donc il n'y a aucun rappeur que je connaissais qui m'a fait frémir, ni quoi que ce soit. Ils ont pas vraiment de raison d'être là. Bon, il y a quand même une musique assez sympa, je vais quand même donner un point positif, c'est la musique Yami Gang, qui est une musique qui se veut originale et ça marche, et je la trouve très bien. Il y a aussi, à la limite, Grandma. Elle est pas ouf, mais elle est pas mal, il y a quelques influences jazzy. On sent l'impact qu'a eu Kendrick Lamar dans le hip-hop, donc voilà. Je vais pas tout comparer à Kendrick Lamar, mais bon, c'est vrai que cette musique est pas mal. Donc voilà, ça fait 1/2 musiques sur 18 qui sont pas mal. Le reste est au mieux correct et au pire très mauvais et souvent moyen. Donc conclusion, ce que je retiens avant tout dans cet album, c'est qu'il est très très en retard. Je vous jure que je n'exagère pas, j'exagère pas du tout. Cet album aurait pu sortir il y a 4 ans, vraiment. Tout dedans existait déjà il y a 4 ans. Ça aurait pu sortir il y a 4 ans. Et je l'aurais mieux reçu s'il était sorti il y a 4 ans. Mais même là, je pense pas que je l'aurais trouvé ouf, quoi. Donc oui, il a vraiment 3-4 ans de retard. En plus, il est pas seulement sorti au mauvais moment, je veux dire, certaines productions sont vraiment à la limite du mauvais et du coup énervantes. La construction est les featurings sont un peu fades. Donc tout cela font de Always Thrive and Prosper, puisque c'est le nom de l'album, un mauvais album.
Et je suis très déçu de ASAP Ferry. Mais pour rester dans les hip-hop, on va passer sur quelque chose d'autre qui est très différent et qui est français. Nous allons parler de MHD. MHD, surnommé déjà le prince de l'afro-trap, même si je ne connais que lui en artiste d'afro-trap, donc bon, mais pourquoi pas. Genre qu'il a plus ou moins inventé. Qui est donc un genre fusion entre trap et afrobeat. Ce qui est donc intéressant en termes de flow de beat. Donc le concept en fait c'est de rapper comme du trap, qui est donc une manière de rapper sur du trap assez particulière, mais sur une musique d'afrobeat puisque c'est le même BPM, c'est-à-dire 140, ou un peu moins des fois, puisque sur l'hip-hop on peut pas faire ce qu'on veut. Donc ça donne quelque chose d'assez nouveau et rien que pour ça mérite l'écoute. Donc voilà, donc au gros ça va faire une espèce de contraste entre un flow un peu violent et pourtant quelque chose d'entraînant derrière. Quelque chose qui va donc donner envie de chanter, enfin quelque chose qui va donc envie de répéter et en même temps de bouger par-dessus quoi, donc ça peut donner quelque chose de sympa. Donc vous avez peut-être entendu la musique de MHD qui l'a rendu connu, c'est-à-dire Champions League, qui pour moi est une bonne musique d'ailleurs, et du coup c'est ça qui m'a donné envie d'écouter son album. Donc sous ce schéma-là, MHD a trouvé son style, et c'est donc comme ça que sera un peu fait cet album. Vous avez 15 musiques qui sont plus ou moins dans ce style, mais n'allez pas croire que c'est du copier-coller partout. Aucune musique ne dépasse les 4 minutes, donc j'avais un peu peur de me retrouver sur quelque chose de complètement commercial, etc. On est même parfois en dessous de 3 minutes, et on a 1-2 musiques de transition dans l'album. L'album est plus varié que ce qu'on pourrait croire, hein. Juste à titre d'exemple, pour montrer qu'il ne reste pas exclusivement sur de l'afro-trap, on a la dernière musique qui est sans beat, qui se veut beaucoup plus posée, et mélodique d'ailleurs, et on a également une musique de transition qui est du trap pur et dur, qui est du coup pas du tout original, mais qui a le mérite du coup d'être original par rapport à l'album. En plus c'est quelque chose de voisin par rapport à l'afro-trap, donc on part pas dans quelque chose de complètement différent non plus. Je trouve que c'était une assez bonne idée, heureusement quand même pour moi qu'il n'a fait qu'une seule musique de trap dedans et que c'est une musique de transition. Je trouve que là il a fait le bon choix. Donc sur la musicalité en elle-même, MHD a son style, mais ça n'empêche pas donc d'avoir des instrumentales sur différentes émotions. Donc on a celles qui sont faites pour rapper de l'ego trip, hein, donc quelque chose d'un peu plus violent, plus basé sur la basse, avec une mélodie très très simple et inquiétante. On a également des musiques un peu plus mélodiques, qui vont plus laisser la place au chant par-dessus avec les vocaux. Donc ce qui est bien dedans, c'est qu'il se donne des limites, c'est-à-dire ce qu'il appelle l'afro-trap, et qu'il explore après son style dans ces limites-là qu'il s'est imposé lui-même. Donc ouais, donc voilà, il explore vraiment ce qu'il peut faire avec ce qui lui est donné. Et ça c'est bien. Et ça c'est bien parce que c'est comme ça qu'on fait des bons albums en fait. Des albums qui auront un style reconnaissable. C'est vraiment bien. Cependant, il y a quelques inégalités dans les instrumentales. Elles sont toutes assez simplistes et minimalistes, ce qui n'est pas mauvais en soi, ça peut juste être dangereux des fois. Différentes en émotion, comme j'ai pu le dire, mais également certaines sont plus basiques et pauvres que d'autres. Alors pour celles qui sont bien, évidemment, il y a Champions League que vous connaissez tous, Ngate Abedi, je suis pas sûr exactement comment ça se prononce, je sais même pas quelle langue c'est, se retient bien et est pas mal, il est plutôt cool, ouais. Il y a Roger Mila que j'adore comme musique, et génial. Mais par contre, des musiques comme Molo Molo ou Amina, ouais, ont vraiment une instrumentale qui est un peu plus pauvre, voilà, et qu'on va moins retenir quoi du coup. Et donc sur ces musiques là c'est les vocaux qui doivent rattraper un peu et lever le niveau. Mais au final ces musiques ne sont pas mauvaises en soi. D'autres ne sont pas spécialement pauvres, mais par contre vont être très clichés. En fait 2 musiques dans l'album qui sont comme ça, que j'ai carrément trouvé à la limite de mauvaises à cause de ça. Ouais en fait Akelenta est carrément mauvaise pour moi en fait. Ouais. Il y a également Ma Vie qui est nulle, mais attendez. La musique, ma vie, voilà. Vous saurez donc ce qu'est l'afro-trap. En plus de cela, il faut avouer que malgré certaines instrus qui sont très moyennes, on est sur un bon niveau musical, hein, avec pas mal de détails finalement et des sons assez entraînants, où se mélange un bon beat sur 2 temps pour changer de trap et un bon flow. Encore une fois, l'album n'est pas particulièrement répétitif malgré les apparences. Il ne dure que 3/4 d'heure déjà pour commencer, et avec des émotions variées et quelques explorations sur le style que MHD s'est donné. Et ça c'est bien. Bon alors sans que ce soit un album extraordinaire à cause de ses quelques défauts, c'est vraiment un album que j'approuve et qui me donne envie de voir où tout cela va nous mener. Donc que ce soit l'afro-trap ou MHD qui est encore au tout début de sa carrière. Et c'est la fin de cette critique musicale, donc on se retrouve très bientôt, j'espère que la prochaine vidéo ce sera le 2e voyage musical, je vous dis pas sur quoi ce sera, vous le verrez bien. Et je vous dis à la prochaine, et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez cette vidéo et tout ça, voilà. Salut!